Alors bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de TC Média et de Télévision Haute-Gaspésie. Mon nom est Dominique Fortier et j'ai à ma gauche Frédéric Moustache de Novembre de Roy. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric. Alors ça va bien jusqu'à date la campagne Movember? Oui, ben, j'ai un quart de mon objectif de réussi, donc Oui. va falloir que je passe à l'attaque et je fasse plus de publications et d'encouragement à donner. Cette année, j'y vais plus sur l'angle de la santé mentale, donc les hommes en santé mentale, c'est important dans Effectivement. notre société. Même si avec une santé mentale douteuse, on peut devenir président des États-Unis, eh bien, c'est quand même important de s'en occuper, Dominique. Et c'était le moment éditorial de la semaine. Et voilà. Et dis-moi Frédéric, Oui. si les gens voudraient donner à ta campagne, où peuvent-ils le faire? La façon la plus simple, c'est d'aller sur mon Facebook, Frédéric Doroy, et puis je publie relativement souvent mon lien pour mon espace Movember. Donc, c'est assez simple. Paiement par carte de crédit. Alors OK. voilà, c'est aussi simple que ça. Et on reconnaît la publication avec ta face, avec une jolie Oui, on moustache. voit un bel individu qui est en moi-même devant la piscine où je travaille avec mon beau gros pinch. Et voilà. Alors, on encourage Frédéric et aussi, surtout, tous les hommes qui sont aux prises avec des problèmes de santé physique ou mentale dans le cadre du Movember. Et parlant de causes sensibles, les Oui. organismes communautaires lançaient un nouveau cri d'alarme cette semaine. Alors, c'était à la grandeur du Québec, ici en Gaspésie. On avait des représentants qui rencontraient les députés aux îles-de-la-Madeleine, Oui. dans la baie des Chaleurs et ici à Sainte-Anne-des-Monts. Alors, on rencontrait ici Gaétan Lelièvre. On demandait un appui afin de pouvoir combler le sous-financement. Et il y a certains chiffres intéressants qui sont ressortis. On parle d'un écart de 13,7 millions de dollars entre le financement et les besoins réels des différents organismes. Et on parle également de 67 des 80 organismes de la Gaspésie qui doivent fermer pendant quelques mois au courant de l'année, faute de financement. Alors, je sais que toi et le communautaire, vous êtes quand même très liés, donc des impressions sur cette situation? Ben, on le répète souvent, mais le communautaire, c'est souvent ceux qui vont ramasser les impacts du sous-financement en éducation ou en santé. Et puis, eux-mêmes sont tout le temps sous-financés ou en tout cas, il y a un problème de financement. C'est bien de voir que M. Lelièvre a décidé d'appuyer les organismes communautaires. Donc, le soutien du député, c'est toujours intéressant pour faire avancer sa cause. Mais dans le dernier budget ou dans les dernières annonces, on avait un surplus. On n'a pas entendu un investissement majeur ou intéressant par rapport au communautaire. Donc, le communautaire, tout le monde s'entend pour dire qu'il est nécessaire, mais on dirait que le financement est toujours plus difficile à aller chercher. Donc, on espère que cette philosophie-là va changer, qu'on va considérer le communautaire comme étant partie prenante de toute notre façon de faire ici au Québec. Là. Et le député Gaétan Lelièvre qui disait considérez-moi comme votre allié. Je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. D'ailleurs, il a amplement été question de la situation des organismes communautaires à la dernière rencontre du Parti québécois. Toutefois, il a tenu à rappeler qu'il était dans l'opposition, donc les leviers étaient limités. Et on vient de voir à l'écran ici Mme Armande Leboutier de l'Association des personnes handicapées de Murdochville. Et Mme Leboutier amenait un exemple qui est très, très parlant. Elle disait devoir se battre premièrement contre le CIS pour avoir du financement parce que on lui répond, écoutez, si on en donne à votre organisme, il faut en donner à tous les organismes, on ne peut pas faire de favoritisme. Et elle parlait également que même au niveau d'Hydro-Québec, même en étant un OSBL, ils sont considérés comme étant une entreprise, donc les tarifs d'entreprise, voilà d'autres problématiques que les organismes communautaires doivent affronter année après année. C'est dommage parce que dans des régions où, d'un point de vue socio-économique, on a quand même quelques difficultés, quelques défis à relever en Gaspésie, mais dans d'autres régions aussi au Québec qui sont un peu plus pauvres ou qui ont plus de difficultés, le communautaire devrait être un secteur qui est très bien financé pour être sûr que la société soit bien prise en charge, qu'il y ait des services à la hauteur des demandes. Donc, on espère que tout ça va s'améliorer avec le temps, mais c'est selon toujours difficile. selon le Dr Barrette, il n'y Ouais. a pas eu de coupure dans les budgets Non, octroyés. Bien sûr. Il n'y a organismes. pas eu de coupure au service aux citoyens. Ouais. Selon Dr Barrette. Et voilà. Et on poursuit cette fois-ci dans la veine politique.
On parlait d'élections municipales puisque dans un an, on aura les élections générales pour toutes les municipalités du Québec et Ouais. la préfecture. Et ici à Saint-Anne-des-Monts, on aura des élections supplémentaires le mois prochain. C'est ce qui a amené notre équipe, c'est-à-dire moi-même et mes quelques collègues de la Gaspésie, Ouais. à demander au maire qui allait se représenter Mm. aux prochaines élections. Et à la préfecture, ben, on a déjà une candidature officialisée. Il s'agit de celle de M. Alan Cormier, Ouais. qui sollicitera un troisième mandat. On se rappelle que Alan Cormier, en 2009, avait défait le préfet sortant Magella Aymon par une petite majorité de 215 voix. Et par la suite, il s'était présenté à nouveau, et cette fois-ci élu par acclamation sans Ouais. opposition. Et on est en droit de s'attendre à ce que cette fois-ci, aux prochaines élections à la préfecture, il y aura peut-être de l'opposition. Oui, peut-être de l'opposition. Le poste aussi, le mandat des préfets a légèrement changé dans les dernières années. Quand on a aboli la conférence régionale des élus, dans tout ce mouvement-là, le gouvernement a décidé de donner aux préfets un statut un peu plus étoffé. Donc, ceux qui peuvent communiquer directement avec le gouvernement par rapport aux régions, alors ce sont les préfets et ils sont maintenant aussi associés directement au développement régional. Si on prend la dernière élection pour la préfecture qu'il y a eu dans Rocher-Percé, au départ, je crois, il y avait 6 ou 7 candidats. Oui, Donc, beaucoup de gens. ça intéresse beaucoup plus. Le poste a pris du galon un peu, où on connaît mieux le poste, donc intéresse peut-être plus de gens. Donc, ça m'étonnerait que cette fois-ci, M. Allen soit seul à la ligne de départ. Et qui sera ses opposants? On Nous le le saura verrons. en temps et lieu. Nous le verrons. Et on reste dans le milieu des élections. Oui. On croyait s'en aller vers une acclamation à Saint-Anne-des-Monts pour l'élection partielle qui était obligatoire en raison du décès de Mme Pelletier qui est décédée plus d'un an avant la tenue des prochaines élections. Il y avait Simon Deschênes, le maire suppléant, qui se présentait. Et il y a quelques jours à peine, on apprend que Denis Paquette de Tourelle vient de soumettre sa candidature également. Denis Paquette, qui est-ce? Pour les gens qui ne suivraient pas la politique de près, en 2008, il s'était présenté dans le comté de Matane, donc le nom de notre comté à l'époque, Oui. pour l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont pour l'ADQ. Et il avait terminé au troisième rang derrière le candidat libéral et évidemment Pascal Bérubé du PQ qui avait remporté. Alors, c'était l'expérience politique de Ouais. M. Paquette. Et il dit cette fois-ci se présenter, premièrement, pour permettre aux gens de le connaître en vue d'une nouvelle présentation aux élections de 2017. Mais on ne s'étendra pas trop longtemps sur ce sujet puisque on travaille actuellement à avoir les deux candidats, Simon Deschênes et Denis Paquette, que vous voyez à l'écran, dans nos studios, histoire que les gens puissent avoir une meilleure idée de qui sont les deux candidats qui s'offrent à eux. Et l'élection aura lieu au mois de décembre. Et tout dépendant quand vous nous écoutez à la maison, le 11 novembre sera la date limite pour la présentation des candidatures à la mairie de Saint-Anne-des-Monts. Donc, Frédéric, je ne te demanderai pas de commenter là-dessus. Ton devoir de réserve oblige. Et voilà, comme je travaille pour la municipalité de Saint-Anne-des-Monts, disons que je me garde une petite gêne. Alors, on va suivre les résultats et dans les prochaines semaines, on risque d'avoir les candidats avec nous pour débattre un peu des idées et se présenter au grand public. Bonne nouvelle, Frédéric, le Ouais. Conseil patrimoine religieux, qui se trouve être un sous-organisme du ministère de la Culture, au sein d'une enveloppe de 10 millions de dollars, vient d'octroyer 192 818 dollars à l'église de Saint-Anne-des-Monts pour la réfection de sa toiture qui était en grand besoin d'intervention divine depuis un bon moment. Alors, une soupir de soulagement de ce côté-là. On peut finalement terminer les travaux sur la toiture. Et rappelons que pour être éligible à ce montant, la fabrique de Saint-Anne-des-Monts devait aller chercher 30% de son financement, ce qui représentait 77 000 $ que la fabrique a dû aller chercher à coup de marché aux puces, de soupe du carême, de collecte de dons et ainsi soit-il. Donc, c'était quand même un tour de force, mais mission accomplie, on a les fonds. C'est une très bonne nouvelle parce que la toiture, c'était pas juste esthétique. Hein. Ceux qui vont à l'église ou qui ont été à l'intérieur dernièrement voient qu'au plafond, il y a des infiltrations d'eau et des trucs comme ça. Donc, très bonne nouvelle. Et c'est notre seul gratte-ciel à Saint-Anne-des-Monts. Donc, Oui. c'est bien de le garder en santé. Et si je regarde aussi d'un point de vue touristique,
L'église de Sainte-Anne-des-Monts, c'est un bâtiment qui est énormément photographié. Si vous êtes dans le secteur du quai et de l'église l'été, vous allez voir assurément un touriste en train de prendre l'église en photo. Donc, d'avoir une toiture qui est de la même couleur, ça va aider à faire de plus belles photos. Et c'est aussi tous ceux qui arrivent à Sainte-Anne-des-Monts par bateau. La vue de l'église, c'est spectaculaire. Donc, c'est un bâtiment, oui, religieux. Donc, il y a cet aspect-là, mais point de vue tourisme, point de vue coup d'œil architectural, pas facile, pour Sainte-Anne-des-Monts, de garder l'église en bon état, c'est quelque chose d'important. Et on rappelait quelques faits historiques dans l'article aussi. Et l'église a été bâtie à l'huile de coude par les citoyens. En 1919. Donc, il y a toute cette valeur historique-là aussi qui fait que c'est important de garder l'église de Sainte-Anne-des-Monts bien en santé. Et justement, pour renchérir sur ce que tu disais en terminant sur l'Église, pas plus tard que cette année, un journaliste du journal La Presse gagnait un prix pan-canadien, justement pour une photo prise à l'intérieur de l'Église de Sainte-Anne-des-Monts avec notre prêtre, l'abbé Patrick Guéniveau. Et voilà. Alors voilà, ça règle le problème pour l'Église, du moins pour un bon petit moment. Et on passe cette fois-ci à un autre sujet. À la maison. Ça a l'air sérieux, Dominique. C'est très sérieux. On va parler du rocher de Cap-Chat. Alors, okay. Vous savez, cette petite roche au sommet d'un petit rocher, quelque part dans le décor de Cap-Chat. Beaucoup d'agitation ces temps-ci parce qu'on a vu une annonce passer, une petite annonce comme quoi le terrain sur lequel est le petit rocher du chat était à vendre. Donc, les gens se sont insurgés qu'on vende le rocher, mais bon... Ce qui est important de rappeler, c'est que cette petite roche, ce petit rocher du chat qui était sur un terrain, appartenait à un privé, à un particulier. Déjà, en partant. En partant, depuis plus longtemps qu'on se rappelle, et vient d'être vendu à un autre privé. Donc, en aucun temps, la municipalité a été impliquée là-dedans. Ils ont fait une demande, oui, pour aller chercher le petit rocher en tant que tel, mais évidemment, on voulait vendre le terrain au complet. Juste une parenthèse, est-ce que c'est le terrain où on a la maison du phare, etc.? Exactement, c'est dans ce coin-là, tout à fait. Donc, on voulait vendre le terrain avec 50 acres au complet et la municipalité a essayé d'acquérir simplement le coin du rocher, ça a été refusé. Mais comme le disait très bien notre maire Jude Landry lors du dernier conseil de ville, il dit le rocher est là depuis 1534, les gens passent devant, ça a toujours appartenu à quelqu'un et ça ne changera pas aujourd'hui. Donc, les gens qui craignent que peut-être le rocher serait détruit, les chances que ça arrive seraient quand même plutôt minces. Mais tout de même, si vous êtes intéressé à savoir qui s'est porté acquéreur, c'est le centre Longévius, un centre de bien-être. Ils ont pignon sur rue à Montréal. Les administrateurs sont Benoît Beneteau, Benjamin Leduc, Robert de Massy. On n'a pas réussi à leur parler, mais paraîtrait-il qu'ils viendraient bientôt faire des travaux sur le site en tant que tel. On aura l'occasion d'en reparler. Mais à suivre. Le rocher devrait rester bien en place. Excellent. Et avant de passer à la pause, brièvement, on passe à une petite nouvelle. Télécommunications de l'Est a lancé un réseau mobile numérique de communication sans fil baptisé Nomade. Alors, on voit ici à l'écran le territoire qui sera couvert. Et grosso modo, c'est une espèce de CB version de luxe, où on pourra justement être dans le fond des bois et pouvoir communiquer avec quelqu'un par réseau cellulaire. Vous pouvez avoir tous les détails si vous allez sur le site de la page Facebook de Nouvelle-Haute-Gaspésie. Il y a l'article qui traite de ce sujet. Vous allez avoir tous les tenants et aboutissants. Et on parle d'un projet qui serait implanté dès 2017. Mais c'est une très bonne nouvelle, par contre, pour tout ce qui est entreprise forestière ou tous ceux qui travaillent dans la forêt qui n'avaient pas de signal, pas de moyens de communiquer ou des moyens très difficilement pour... Et ce que j'ai lu aussi, c'est que quelqu'un pouvait, par une application installée sur son iPhone, recevoir des appels de ce système-là. Donc, c'est pas des systèmes nécessairement très... compatible ou pareil, mais ça va venir compléter l'offre de communication. C'est ça, surtout pour des endroits très éloignés. Ouais. Donc, pour les randonneurs ou ceux qui font du hors-piste, des trucs comme ça, ça ajoute un côté sécuritaire aussi pour le territoire. Et voilà, Frédéric. Et là-dessus, on vous revient directement après la pause avec notre entrevue de la semaine. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que je suis en sécurité. Chauffeur. À la maison.
Moi, ce qui me transporte avec le régime, c'est que je peux prendre du temps pour moi et mes amis. Moi, ce qui me transporte avec la régime, c'est que j'économise. Alors, nous sommes de retour déjà, oui, avec à mes côtés Frédéric Deroy et notre invité de la semaine, M. Jean-Pierre Pigeon. Bonjour, M. Pigeon. Alors, bonjour, messieurs. Alors, lorsqu'on voit M. Pigeon, on peut se demander est-ce qu'on va parler du Parti conservateur, de hockey, de commission scolaire, d'Exploramer. Eh bien, la réponse, Toutes ces réponses. tous ces sujets, et voilà. Et je commencerai peut-être avec votre rôle comme président de la commission scolaire des Chic-Chocs. Récemment, on déposait les états financiers et on se rend compte que la commission scolaire semble quand même en bon état. Les chiffres vont bien. Là. Oui, évidemment qu'à la commission scolaire, côté chiffres, ça va très, très bien. Dans les autres dossiers aussi, d'ailleurs. Mais par contre, au niveau financier, nous avons cette année un léger déficit de 9 000 sur un budget de 55 millions. C'est une goutte dans l'océan. On est évidemment heureux de cela. Nous pouvons donner des services aux étudiants comme il se doit de faire. Notre budget est de 55 millions, qui représente environ 75 qui sont des salaires. Qui sont à travers les deux MRC que l'on dessert, la Côte-de-Gaspé et la Haute-Gaspésie. L'équipe qu'il y a au niveau du conseil, ce sont des gens de confiance qui, évidemment, sont au niveau financier, sont des personnes qui sont capables de gérer les deniers publics et ceux du gouvernement nous accordent très, très bien. C'est ce qu'on peut voir depuis 1998, parce que depuis la fondation de la nouvelle commission scolaire, en 1998, nous avons toujours géré de cette façon-là, et ce qui nous permet d'avoir un surplus de 8 millions à date, mais sur le 8 millions, je l'explique, il y a environ 4 millions qui appartiennent soit à nos infrastructures, dis-je, et à des bénéfices que l'on doit à nos employés. Par contre, le 4 millions, de surplus liquide que nous avons est toujours restreint à ce que le ministre nous accorde de le dépenser. Oui, ça c'est important de le mentionner parce que bien des gens disent « Oh, il y a un surplus de 4 millions à la commission scolaire, pourquoi on n'investit pas demain matin pour rénover telle école ou engager des psychologues? » Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'a pas la marge de manœuvre qu'on veut. Pas du tout. C'est que depuis qu'il y a eu un changement dans la loi d'instruction publique, les deniers que les commissions scolaires, les quelques peu de commissions scolaires qui ont des surplus, évidemment, on est restreint à demander au ministre, au ministère de nous accorder une partie pour faire nos budgets. Alors, l'an passé, on a eu environ 10 de notre budget on s'est servi pour l'allouer au service éducatif. Et chaque année, c'est dommage qu'on ne puisse pas s'en servir parce qu'au début de 1998, les commissaires, ce qu'on s'était dit ensemble, on va cumuler des sous pour le donner à l'enseignement professionnel. Mm-hmm. Mais les lois étant changées présentement... c'est comme si on gelait vos comptes. C'est ça. Mais l'odieux de ça, c'est que le gouvernement se sert de nos surplus pour balancer le budget de la province. Alors, c'est un peu les personnes qui payent des taxes dans les deux MRC qui contribuent à balancer le budget de la province indirectement. Mm-hmm. Donc, on peut comprendre que si vous aviez encore accès à vos surplus, probablement qu'il y aurait moins de fluctuations, peut-être au niveau de la taxation? Pas nécessairement, parce que pour ce qui est de la taxation, il y a un mécanisme qui est difficile à comprendre pour monsieur et madame tout le monde. C'est que le taux de taxation est fait dans un premier temps par les municipalités par leur rôle de taxe. Nous, on n'a pas de levier à cela. C'est chacune des municipalités qui évalue la propriété foncière. C'est ça, les taxes vont selon la valeur des maisons. Et par contre, il y a un système de péréquation qui est donné par le gouvernement aux commissions scolaires qui nous permet, nous, présentement, de baisser la taxe scolaire qui devrait être normalement de 35 sous du 100 d'évaluation. On réussit à la baisser de 5 sous. Alors, c'est comme si le gouvernement nous donnait 5 sous. Alors, nous, on taxe à 30 sous du 100 d'évaluation. Mais c'est un mécanisme. Si on augmente la taxe, on va avoir moins de subventions. Alors, c'est un exercice que nous, on se plaît à faire
pour faire les calculs à chaque année, pour dire avoir le taux de taxation. Oui. Moi, j'aurais, parce que là, on a le président avec nous, donc on va en profiter. Depuis quelques années, il y a un débat qui revient souvent. Bon, est-ce qu'on devrait abolir les commissions scolaires ou non? Donc, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi l'avantage d'avoir une commission scolaire sur le territoire? Pourquoi on ne devrait pas enlever les commissions scolaires? Bon, évidemment, le débat est toujours là depuis longtemps. Moi, ça fait 40 ans que je suis dans le réseau scolaire. J'ai commencé les comités d'école en 1977. Vous allez me dire, ça fait un peu de temps, M. Pigeon, mais j'ai quand même vécu tous les changements qu'il y a. Je suis né en 76. C'est ça. Je savais, monsieur. Alors, à ce moment-ci, ce qu'on a voulu faire, le gouvernement, par l'ancien ministre de l'Éducation, M. Blais, il voulait enlever la gestion par les élus scolaires. Ce qui ferait en sorte, c'est comme si on dirait, on n'a plus besoin de conseil de ville. Ça va être les fonctionnaires qui vont le régler. Alors, on s'est battu, bec et ongle, pour dire ça prend absolument des élus scolaires. Quand les gens de la population nous demandent des choses, nous, on est la soupape entre l'administration scolaire et le public. Évidemment, comme vous allez peut-être me dire, il y a des comités d'école, etc., etc. Je m'excuse, j'ai l'ancien terme, parce que je suis des comités d'école. C'est des conseils d'établissement aujourd'hui. Ouais. Mais il y a tellement, on a des difficultés avec les conseils d'établissement à les former, parce que le bénévolat, c'est pas facile. Chacune des écoles peut profiter de ça. Les commissaires d'école sont au fait de ce qui se passe dans leur école, normalement. Et nous, on apporte ça au conseil. Alors, une commission scolaire, côté éducation, il est important qu'il demeure des élus scolaires pour être proche de la population, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils veulent et quelle orientation on veut faire. D'ailleurs, nous aurons un exercice à faire dans pas grand temps. Et on va demander à la population de savoir, parce qu'il faut représenter un projet éducatif pour les 4 prochaines années. Et on aura besoin de faire un exercice avec les gens, comme on a fait il y a quelques années. On l'a retardé parce qu'on attend le ministère, parce que le ministère n'a pas encore, évidemment, fait son nid sur le projet éducatif. D'ailleurs, il y a une loi présentement, la nouvelle loi d'instruction publique, où le ministre de l'Éducation est en pourparlers avec les gens. Et on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans la loi d'instruction publique. Mais le ministre de l'Éducation nous a rassuré qu'il y aura, c'est seulement pour la persévérance scolaire que ça devrait se passer. On va oublier le côté administratif là, et politique. Je pense qu'il a compris, parce qu'il m'a dit personnellement qu'il y avait eu un bon cours 101 lors des audiences où on était en commission parlementaire. Sur justement l'utilité de la commission scolaire et tout le rôle qu'il joue. C'est ça. OK. Et on va passer à un autre sujet, puisque évidemment, on a un temps limité. Vous êtes également administrateur chez Exploramer. Je sais que c'est pour vous le président, il y a M. Thériault qui occupe ce poste-là, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement sur la situation actuelle d'Exploramer? Bon, en tant que secrétaire trésorier de la corporation, ce que je veux dire, c'est que je peux vous dire, parce que évidemment ça devrait être M. Thériault, Maître Thériault qui devrait vous en parler, c'est qu'on a une convention avec le ministre présentement pour que dans les 2 prochaines années, on ait une aide qui vienne du ministère de la Culture ou autre et suite à ça, nous, on va avoir un plan de pérennisation, qu'on appelle, et qui pourra nous mettre, en fin de compte, dans une position moins demandante auprès du gouvernement. On veut s'autofinancer. Présentement, le projet avance, il a été déposé au ministère. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire, mais c'est positif. Notre ministre régional est une personne qui travaille énormément avec nous. On a énormément confiance avec le nouveau ministre régional. Oui, on fonctionne. Oui, parce que rappelons que pas plus tard que l'année dernière, on avait un autre ministre qui a été démis de ses fonctions en Gaspésie. Donc on peut dire qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Ça regarde bien à tout le monde. Oui, pour les 25 emplois, pour l'économie de la Haute-Gaspésie, ça va très, très bien au niveau d'Exploramer. On a une directrice générale qui est formidable.
et les employés. Ça n'a pas été facile ce qu'on a vécu, là, mais présentement, la population est derrière vous, le conseil de ville, la MRC, le député, ça va bien. C'est un dossier qui fait l'unanimité dans la région, là, parmi les citoyens, tout ça. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'on doit garder Exploramer. Donc l'acceptabilité sociale, le mot le plus à la mode des dernières années en politique, on l'a pour le projet d'Exploramer. Évidemment. Donc c'est au niveau politique qu'il reste à gérer les choses. Exact. Et tu parles de politique, Frédéric. On connaît aussi M. Pigeon pour avoir été, entre autres, candidat pour le Parti conservateur lors des dernières élections fédérales. Alors, M. Pigeon, vous êtes en ce moment président là, pour l'ensemble du comté pour le Parti conservateur. Dites-moi, comment on réussit à séduire un électorat lorsqu'on est un parti aussi impopulaire dans les régions que le Parti conservateur a pu l'être au cours des dernières années? Bien évidemment, c'est un travail de longue haleine. Moi, je suis au Parti conservateur depuis Joe Clark. Ça veut dire que ça fait tout près de 40 ans. J'avais des cheveux à l'époque. On va parler de vos cheveux tantôt. Évidemment, moi, j'en ai perdu pour diverses raisons. C'est familial. On peut pas, mais en ce qui concerne le Parti conservateur, moi, je suis un progressiste. On s'est remarié avec le Reform Party il y a quelques années. On a formé un nouveau parti qui s'appelle le Conservateur. Mais les souches que nous avons dans l'Est du Québec, elles sont très progressives. Là, on est présentement en campagne pour recrutement pour un chef. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir les médias dernièrement. Même hier soir, il y avait un débat à Saskatoon où on a 10 candidats. Moi, j'ai écouté le débat hier sur le CIPAC, là, sur le réseau d'Ottawa. Et je décèle qu'il y a 4 ou 5 personnes qui sont allées me chercher. C'est ça. Même la semaine passée, en fin de semaine dernière, tous les présidents et présidentes étaient à Victoriaville pour le Parti conservateur et 5 personnes, candidats, étaient présents. 5 personnes qui parlaient très, très bien français. Alors, c'est de bon augure. J'ose espérer qu'au mois de mai, on aura un chef charismatique qui pourra changer certaines choses à l'image de notre parti. Parce que notre parti, l'image qu'il avait, c'était une image austère. Malgré que un parti politique comme le Parti conservateur, c'est un parti de finance. On aime bien assainir un État plus petit, de l'argent public dépensé rigoureusement, etc. C'est en plein ça. Mais pourtant, M. Harper chantait, on l'a vu à quelques reprises. Oui, disons que pour avoir jasé avec M. Harper à quelques reprises, il était aussi un fan du Canadien, puis un musicien comme moi. Fait qu'il aimait bien les Beatles, ça fait qu'on s'est entendu. Puis lorsqu'ils m'ont demandé de me présenter l'automne passé, ça faisait 2 fois que je refusais, alors j'ai été convaincu de me présenter avec le Parti conservateur parce qu'il voulait avoir quelqu'un qui était de la base. Oui, qui était enraciné dans le milieu aussi également. Ouais. Est-ce qu'on peut penser que vous allez appuyer un candidat à la chefferie du Parti conservateur ou vous gardez une réserve? Présentement, je me garde une petite réserve comme vous parce que j'ai pas fait mon lit. Avec les candidats, parce que je les ai rencontrés 5 la semaine passée. J'ai écouté le débat d'hier soir. On apprend à les connaître. On apprend à les connaître, mais il y en a déjà qui sortent du lot. Et je peux vous dire, quand président, présidente, on se texte, on s'envoie des messages. Maxime Bernier fait une très bonne campagne. Il y a quelqu'un aussi dans la région de Ottawa, M. Wong, est quelqu'un qui était très bien. Il y en a hier soir qui m'ont surpris. Alors, j'ose espérer qu'au mois de mai, on aura un nouveau chef. On a 2 candidats du Québec, je crois. Il y a une loi un peu non écrite qui veut une espèce d'alternance entre un chef du reste du Canada et un chef du Québec. On serait rendu à un chef du Québec. Allez-vous vous donner l'obligation d'appuyer un Québécois dans la course ou vous gardez votre jeu ouvert? Je garde mon jeu ouvert présentement. Malgré que j'ai parlé avec M. Bernier en fin de semaine passée, après ma barre, ce qu'il avance me plaît. Vous disiez d'une séquence à l'autre, quelqu'un qui vient de l'Ouest, quelqu'un qui vient de l'Est. Là, évidemment, que ce serait peut-être intéressant d'avoir un francophone. Mais il faut se garder tous les atouts dans notre manche parce que ce qu'on veut, c'est qu'en 19,
on puisse revenir au pouvoir et assainir les choses publiques, parce que le 30 milliards de déficit cette année là, me fait mal au cœur comme conseiller financier. Je comprends pas. Tu sais, tous les dossiers que je gère, mon père m'a toujours dit quelque chose d'important. C'est quand tu as une pièce, Pierrot, dépense pas plus qu'une pièce. Puis ce que je vois que les libéraux font, là, présentement, ça me plaît pas du tout. On avait annoncé beaucoup de choses en campagne électorale, donc on était obligé un peu d'ouvrir la machine. On avait même annoncé le déficit d'ailleurs, Ouais. donc c'était pas une grande surprise. Mais c'est pas une logique conservatrice, c'est ce que je comprends de votre discours. 10 milliards puis 30 milliards, écoutez, là. C'est un monde. Et M. Pigeon, rapidement, parce qu'on me fait signe qu'on a presque terminé, aborder un petit dernier sujet, toujours en politique, mais cette fois-ci plus local. On parlait des élections municipales, il y avait des noms qui avaient été... Qui circulait. qui circulaient, on peut dire ça, oui, le nom de Frédéric, le nom de Steve Ouimet, je leur ai tous parlé. Il y avait également votre nom, M. Pigeon, pour la mairie de Saint-Anne-des-Monts. Et alors, la réponse officielle est, allez-vous vous présenter à la prochaine élection municipale? À la prochaine élection municipale, il n'y en a pas question. Je vous ai d'ailleurs fait part de ça la semaine passée. Vous l'avez indiqué dans le journal que j'ai vu. Alors, ça semble très clair. J'ai un mandat comme président de commission scolaire jusqu'en 2018. La chose municipale est intéressante. Moi, j'ai une perspective plus grande. Alors, en me présentant au Parti conservateur, c'est 2 MRC, c'est plus que c'est 5 MRC. Quand je me présente comme président de commission scolaire, c'est 2 MRC. Alors, je crois que la chose municipale m'intéresse. Je n'ai pas l'intention de briller les suffrages à cette élection-ci. D'accord. Alors, merci infiniment, M. Pigeon, d'avoir été avec nous. C'est un réel plaisir et vous êtes toujours le bienvenu autour de notre table. Et juste spécifier que M. Pigeon a le coquelicot, donc officiellement, on a au moins quelqu'un autour de la table qui fait un petit geste pour les anciens combattants. Donc, merci de sauver notre honneur aujourd'hui. Demain, c'est le 11 novembre, alors je pense que ça doit. J'ai mon grand-père qui a fait la guerre 14-18, alors pour moi, c'est une journée importante, puis les gens ont donné leur vie, puis il y a des gens qui sont sortis avec des blessures importantes pour sauver la démocratie. Alors, j'en suis. Alors, merci infiniment, M. Pigeon. Et Frédéric, toi aussi, tu as une cause à soutenir. Donc, on rappelle, allez voir Frédéric sur sa page Facebook pour donner. Alors, là-dessus, on se laisse. On vous rappelle, en terminant, que les cartes de membres pour l'année 2007 du Club des 50 ans et plus des Monts, Frédéric, seront en vente du lundi au vendredi de 13h à 16h, ainsi que le samedi de 9h à 16h au local habituel. Pour information, 763-2353. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine à tous et on se dit à la semaine prochaine.